Bonjour à toutes et à tous. Comme d'habitude, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui portera sur la méningo-encéphalite, qui est une infection, comme son nom l'indique, des méninges et même de l'encéphale. Une pathologie qui est très grave, puisqu'en effet, la mortalité est comprise entre 10 à 30%, voire plus, et les patients peuvent présenter fréquemment des séquelles. Vous trouverez les documents officiels dans la description. Alors aujourd'hui, on va envisager tout d'abord les points communs ainsi que les différences. On verra comment suspecter la méningo-encéphalite, méningite, quels sont les critères de gravité à rechercher impérativement. On verra quels examens faire et ne pas faire, ainsi que leur délai. Comment faire le diagnostic et interpréter la ponction lombaire. On verra aussi quels agents microbiologiques sont responsables des méningoencéphalites. Et bien sûr, on parlera du traitement. L'urgence, c'est de réaliser tout ça en moins de 3 heures. Certains disent, selon la clinique, d'instaurer l'antibiothérapie dans l'heure. Et on verra que parfois, il sera nécessaire d'instaurer l'antibiothérapie bien avant cela. Premier point, c'est l'urgence du traitement. Donc premier point commun entre la méningite, l'encéphalite, qui sont regroupés dans la pathologie de la méningoencéphalite, c'est l'importance du traitement qu'il va falloir mettre rapidement. La clinique, l'interrogatoire, les antécédents nous orientent sur le pathogène responsable des symptômes. Il va falloir poser des questions et investiguer impérativement. Ensuite, la clinique de l'encéphalite qui se différencie un petit peu de la méningite, même si l'encéphalite est au final le continuum de la méningite, puisque l'encéphalite c'est l'infection vraiment de l'encéphale, du parenchyme cérébral à proprement parler, et donc une infection des méninges, donc de l'enveloppe qui entoure l'encéphale, peut par contiguïté provoquer des signes encéphalitiques, ou bien en cas de forte inflammation peut provoquer, à la manière un peu des AVC, on peut retenir comme cela des encéphalites, ou un tableau d'encéphalite. L'encéphalite, par contre, présente en général des signes de focalisation, une confusion plus marquée, des signes de paralysie faciale, par exemple, ou des atteintes des paires crâniennes, un syndrome cérébelleux. Parfois, en cas d'atteinte du lobe temporal, il peut y avoir des troubles de l'odeur ou des hallucinations qui peuvent être olfactives ou visuelles même, si le lobe occipital est touché. Bref, il peut y avoir plusieurs symptômes qui sont impératifs à rechercher et les tableaux peuvent être mixtes, comme je vous l'ai dit, dans les méningites, puisqu'il y a un continuum. Encore une fois, l'interrogatoire et les antécédents sont impératifs pour faire la part des choses entre l'un et l'autre. Alors la suspicion se fait sur de la fièvre et un des deux syndromes. On verra que justement parfois ils sont un peu mixtes, mais deux syndromes à retenir après la première urgence qui est le traitement. Les deux syndromes sont le syndrome méningé qui nous oriente vers la méningite, qui comprend la fameuse triade, mais qui n'est pas toujours présente. Dans moins de 50% des cas, comprend une céphalée qui est violente, en général réfractaire aux antalgiques de palier 1, une photophonophobie et une cervicalgie qui est raide, une raideur de nuque associée. Et parfois, pas toujours, mais des nausées et vomissements. La triade, comme je vous l'ai dit, n'est présente que dans moins de 50% des cas, c'est-à-dire qu'un pile ou face nous donne autant d'informations que la triade complète. Les fameux signes de Brundiski et de Kernig sont intéressants à rechercher, mais leur absence ne certifie pas l'absence de méningite. Alors, le Brundiski, c'est en bougeant la tête, et le Kernig, c'est en bougeant les jambes. Alors, le moyen pour le retenir, c'est Brundiski, c'est le brain en anglais, ça commence pareil. Donc, on va bouger, on va mobiliser les cervicales vers le sternum, faire une flexion, et ça entraîne, si le signe est positif, une flexion des jambes. Donc, le Brundiski, c'est en bougeant le brain,
Et ça, pour retenir encore plus, hein, ça bend les skis, donc ça bend en anglais flexion, bouger, plier, et les skis c'est pour les pieds. Voilà, comme ça vous vous en rappellerez. Quant au kernig, c'est en levant les jambes du patient qui sont tendues, vont provoquer une irritation et une compression au niveau du système nerveux central et au niveau de la moelle, et donc il va avoir tendance à plier les genoux. Donc le kernig, il est au niveau des knee en anglais, qui commence par un K, des genoux. Comme ça, vous vous en rappellerez, vous ne confondrez plus jamais le Bruniski et le kernig. Maintenant, le deuxième syndrome à rechercher, le syndrome encéphalitique, donc c'est quand il y a des signes neurologiques centraux, et qui peuvent être diverses, hein. Donc voilà les deux syndromes qu'il faut essayer de rechercher, et cela doit conduire à une hospitalisation du patient pour déterminer s'il y a ou non une méningoencéphalite et prévoir une protection gouttelette pour le cas éventuel d'une méningoencéphalite à méningocoque. Au final, comment ne pas manquer une méningoencéphalite? Eh bien, tout simplement en se rappelant qu'un trouble neurologique fébrile est une méningoencéphalite jusqu'à preuve du contraire. Ne pas non plus psychoter, entre guillemets, à chaque fois, puisqu'il existe bien d'autres symptômes, et même le patient âgé, d'ailleurs, peut, sur la fièvre, être confus. Et donc, la confusion fébrile du patient âgé peut être une méningite, mais bien souvent, c'est un autre diagnostic. Alors il faut aussi évoquer d'autres choses comme un abcès cérébral avec une présentation un peu subaiguë sur quelques jours. Il y a parfois de la fièvre dans 50% des cas. On décrit aussi un subfébricule, un fébricule en cas de thrombophlébite cérébrale, vous voyez les images. En cas de néoplasie cérébrale, même les sinusites et surtout sphénoïdales donnent des maux de tête qui sont fébriles, plus rares, mais décrits dans la littérature. Je vous laisserai voir dans la description. La chondrocalcinose au niveau de la dent couronnée, la maladie de Horton, les hémorragies cérébrales, subfébriles aussi, et d'autres encore, voilà, comme le B7, le neurolupus, la sarcoïdose, la carcinomatose, les maladies auto-immunes. Bref, il y a de quoi s'amuser en médecine interne. Notez que chez la jeune femme, la pyélonéphrite peut provoquer des céphalées, donc faire une bandelette urinaire, ça peut payer. Maintenant, les signes de gravité qui vont justifier des moyens assez lourds ou même l'admission en réanimation du patient. Il y a 3 signes de gravité à rechercher que sont, en premier, vous le voyez sur les images, le purpura extensif qui signe une bactériémie en réalité. Et la première bactériémie, dans ce cas, c'est une méningococcémie, c'est-à-dire une bactériémie, la présence d'une bactérie dans le sang, et cette bactérie est le méningocoque, autrement appelé Neisseria meningititis. Bon, je prononce mal, mais effectivement, c'est un signe de gravité où on a un élément nécrotique ou bien un élément échymotique de 3 mm. Et à ce moment-là, c'est une antibiothérapie intramusculaire immédiate, sans prélèvement. Et direction les urgences immédiatement, car la mortalité avoisine et frôle les 20%, avec un risque d'amputation. Bref, c'est une maladie catastrophique sur le plan pronostic. Il faut rechercher aussi des signes neurologiques, donc le Glasgow doit être coté, rechercher un signe de focalisation, un état de mal convulsif, sachant que, gardez à l'esprit qu'un état de mal convulsif peut augmenter la température centrale du patient, et donc c'est bien la température avant la crise qu'il faut rechercher. Ces signes-là, donc les signes neurologiques, montrent une souffrance de l'encéphale, et nous allons vers une encéphalite. Et le troisième signe de gravité, c'est l'instabilité hémodynamique. Et généralement, tout ça va rapidement conduire à une admission en réanimation et une intubation. Alors pour le purpura extensif, avant que je l'oublie, il y a quand même 10% de séquelles à type de greffe de peau et d'amputation. Donc important à garder en tête et à rechercher. Donc on déshabille le patient. Après les 3 signes de gravité,
voici l'examen clé de la méningoencéphalite, c'est la ponction lombaire, qui présente quatre contre-indications à impérativement rechercher, que sont l'infection cutanée au point de ponction. Bon, ça paraît léger, mais tout de même, on ne ponctionne pas un abcès, par exemple, sinon on va rentrer le germe dans le liquide cérébro-rachidien, c'est pas le but. En cas d'instabilité hémodynamique, en cas de dyscrasie. Alors, point important, qu'est-ce qu'il note comme critères? Les différentes recommandations et sociétés savantes, il y a la thrombopénie à moins de 50 000 et un trouble de la crase, donc déterminé par l'INR et entre autres le TP, mais si l'INR est supérieur à 1,5, ça contre-indique la ponction lombaire, même si parfois on peut le faire, si vraiment on juge que c'est absolument nécessaire, mais ça reste quand même des contre-indications. Et donc le Collège national de neurologie précise qu'il faut faire le bilan biologique, donc NFS, CRAS et le reste, avant la ponction lombaire, tandis que la SPILF dit qu'il faut faire en même temps. Je pense que si le patient est stable et que le résultat arrive rapidement, on peut s'assurer de l'absence formelle de contre-indication, puisque un patient, même jeune, peut avoir une thrombopénie, il senior thrombopénique, et donc il faut bien s'assurer de ces contre-indications. Il y a aussi l'hémophilie, l'anticoagulation à dose efficace, la CIVD, bref. À noter que l'anti-agrégation, donc cardégique plavix, ça ne contre-indique pas la ponction lombaire. Quatrième contre-indication à rechercher, c'est les troubles neurologiques déficitaires et les signes d'engagement ainsi que la crise convulsive. Et l'important est de rechercher, encore une fois, ces contre-indications. Il faudra bien sûr dans les autres examens réalisés faire le bilan biologique comme je viens de vous l'évoquer. En général, on peut se permettre de le faire avant la ponction lombaire. On peut parfois se permettre cela. Pensez à faire les hémocultures toujours avant l'antibiothérapie, sauf si purpura, parce que dans ce cas-là, si purpura, c'est la rocéfine ou C3G IM, et après on a les prélèvements. Mais hémoculture avant, parce que sinon on n'aura pas la bactérie. Et pensez à faire la sérologie VIH, puisqu'on peut trouver parfois des des bactéries ou des microbes, des micro-organismes qui sont un peu atypiques dans les méningites. Donc en cas de suspicion de méningoencéphalite, la première question c'est est-ce qu'il existe des contre-indications à la PL? Je vous l'ai remis en haut à gauche. S'il y a une contre-indication à la ponction lombaire, on réalise l'hémoculture, on fait le scanner, on donne les corticothérapies, donc dexaméthasone, et l'antibiothérapie au patient. Et par la suite, si la contre-indication à la ponction lombaire est levée, donc en général c'est parce qu'on a voulu faire un scanner ou parce qu'on s'est assuré qu'il n'y avait pas de trouble de la crase, parce qu'on a réversé par exemple, on réalise la ponction lombaire, etc., comme on va le voir dans la suite. S'il n'y a pas de contre-indication à la ponction lombaire, donc on fait la ponction lombaire avec les hémocultures, le bilan biologique, etc. Et on regarde le liquide qui sort. S'il est purulent, on met les antibiotiques et la dexaméthasone. Et s'il est clair, on attend, on peut temporiser, selon l'état du patient, bien sûr, encore une fois, on peut temporiser jusqu'au résultat, puisque en général c'est très rapide pour attendre le direct et voir la formule et adapter au mieux l'antibiothérapie. A noter que en cas d'encéphalite, il faut faire une imagerie. Et la ponction lombaire, donc je vous l'ai dit, on la réalise et on regarde immédiatement, première chose, la couleur du liquide qui s'écoule de la ponction. S'il est purulent, c'est bactérien et jusqu'à preuve du contraire. Et à ce moment-là, on injecte immédiatement après les antibiotiques. S'il est clair, on a toutes les étiologies possibles, encore une fois. On va donc prélever 5 tubes, c'est comme ça que l'on retient à peu près, 5 tubes, et il faut un premier tube de biochimie, un deuxième de cytologie, un troisième de bactériologie, et le quatrième et le cinquième c'est pour la garantie d'autres analyses, vous pourrez retenir comme ça B, C, B, G,
biochimie, cyto, bactériaux et la garantie pour faire les analyses secondaires qui comprennent la recherche de l'antigène pneumocoque en 1, puis après la PCR méningo, puis les autres PCR de leptospirose par exemple, les autres PCR à type entérovirus ou HSV, VZV, d'autres colorations encore, que sais-je, et des sérologies. Une fois que l'on a réalisé la ponction lombaire, donc vous êtes toujours dans l'algorithme, est-ce qu'il est purulent ou non, j'ai mis les antibiotiques ou non, j'attends les résultats et il faut garder à l'esprit les 6 critères, les 6 paramètres à analyser. Donc tout d'abord, la première, c'était la coloration du liquide, on vient d'en parler à l'instant. Je passe ensuite les leucocytes. Donc normalement, il y a moins de 5 leucocytes par millimètre cube dans le LCR, à prédominance lymphocytaire. Mais s'il y en a plus, ça veut dire qu'il y a probablement une réaction et la présence d'un micro-organisme. S'il y en a plus de 10, à majorité polynucléaire neutrophile, c'est très probablement bactérien et il faudra mettre des antibiotiques. Ça nous oriente vers en tout cas une méningite purulente bactérienne. Si il y a entre 5 et 100 leucocytes à peu près à prédominance lymphocytaire, ça nous oriente plutôt vers quelque chose de viral ou on le verra, la listeria ou possiblement la tuberculose. La glycorachie est extrêmement important à regarder. Donc c'est le rapport entre la glycémie et puis la glycorachie et puis la glycémie veineuse. Il faut voir, normalement la glycorachie est supérieure à peu près à un peu plus de la moitié de la concentration dans le sang. Si c'est inférieur, ça veut dire qu'il existe un micro-organisme qui consomme le sucre. Plus il y a de micro-organismes qui consomment le sucre, plus ça va être bas la glycorachie par rapport à la glycémie veineuse. Donc inférieur à 40%, c'est une bactérie en général. Et au-delà, ça peut être un virus. Au-delà de 60%, ça peut être un virus. Donc le garder quand même en tête. La protéinorachie, c'est les autres molécules qu'on peut trouver s'il y a une infection. Donc il y a d'autres choses, d'autres éléments que les cellules habituellement retrouvées, et donc on peut avoir effectivement une hyperprotéinorachie quand il y a une méningite purulente. En cas de protéinorachie limite entre 0,4 et 1, il peut y avoir une étiologie virale tout de même. Et autre élément à regarder, le lactate dans le LCR, donc lactatorachie, supérieur à 3,2, ça nous oriente vers une méningite purulente. Le reste, on ne peut pas trop trancher. Et l'examen direct est extrêmement important à demander en toute urgence. Bien que négatif, il n'exclut pas à ce moment-là une méningite bactérienne. Et à noter que même si il y a une purulence, on ne voit pas toujours, hein, mais plus c'est purulent, plus on risque d'en trouver évidemment. On ne voit pas toujours les bactéries. Mais impératif à demander, ainsi que la coloration d'ailleurs, du gramme. À noter quelques pièges, si le LCR est normal, ça peut être un début de méningite, même purulente par la suite, qui peut évoluer vers une méningite purulente, ou bien une méningite un peu atypique, ça peut être des mycoses par exemple. Donc se méfier tout de même d'un direct qui est négatif par exemple, ou d'un LCR qui est normal. A noter que la pression d'ouverture, qui est rarement calculée et effectuée aux urgences, mais est un point intéressant puisque si c'est élevé, ça nous oriente vers une étiologie mycotique ou des mycobactéries comme la tuberculose. Il faut avoir aussi en tête les 7 grammes à connaître. Alors vous voyez qu'il y a 8 agents bactériens signalés sur cette diapositive pour les méningites bactériennes. Le plus important, c'est le pneumocoque, qui est majoritairement responsable des méningites bactériennes. La présentation est en général brutale et on le retrouve chez les enfants, chez les adultes, parfois immunodéprimés, chez l'asplénique, donc pensez asplénisme, donc une rate non fonctionnelle, un déficit contre les bactéries encapsulées que sont le pneumocoque et le méningocoque. Et la maladie, en tout cas le virus du VIH,
d'autres hypogammaglobulinémies, etc. Les brèches ostéoméningées en cas de traumatisme crânien ancien, il faut l'évoquer dans les antécédents. Et il faudra mettre de la dexaméthasone à ce moment-là, donc le pneumocoque responsable de la majorité des méningites. Ensuite, le méningocoque, 25%. Il y a quelques résistances aussi. L'installation est aussi brutale. C'est plutôt chez le jeune, entre 15 et 24 ans, avec un portage sain parmi la population assez important. C'est surtout le comptage, donc quelqu'un qui est malade dans l'entourage, qui pourra nous orienter vers la méningococcémie ou la méningite à méningocoque. La listeria, j'ai mis un petit éclair pour deux des bactéries, puisque ça peut se compliquer d'une encéphalite, où il peut y avoir des signes de rhombencéphalite, avec un examen des paires crâniennes anormal. C'est une infection méningée qui est plutôt progressive, avec une contamination digestive chez la personne un peu plus âgée ou diabétique, qui présente une consommation d'alcool chronique, un peu immunodéprimée, ou même chez la femme enceinte ou en cas de néoplasie sous-jacente. Là, il ne faudra pas mettre de corticothérapie par contre. Les quelques bactéries plus spécifiques de l'enfant jeune, donc du nouveau-né, de moins de 3 mois, que sont le Streptoagalactiae et le coli, il faudra aussi l'évoquer chez le tout jeune. L'Haemophilus influenzae chez le patient non vacciné avec des signes parfois ORL, c'est plutôt le jeune, entre 5 et 24 ans. Enfin, le staphylocoque doré qui se retrouve plutôt en cas de neurochirurgie. Et donc le gramme, qui est cette huitième bactérie, je vous ai dit qu'il y a 7 grammes à connaître, mais la mycobactérie par définition est un bar, donc bacille alcoolo résistant, qui ne prend pas le gramme. Eh bien, c'est une présentation plutôt progressive avec un tableau de rhombencéphalite un petit peu comme la listeria, chez des patients qui viennent de pays endémiques ou immunodéprimés ou bien porteurs du VIH. Et il faudra aussi instaurer la dexaméthasone à ce moment-là avec une très forte mortalité, vous voyez quasiment 50% pour la méningite à mycobactéries. Après, c'est un peu difficile de classer les choses puisque vous le comprendrez, c'est un continuum entre l'encéphalite et la méningite, mais il y a aussi des méningites ou encéphalite non bactérienne avec l'entérovirus qui est principalement le virus majoritaire des méningites non bactériennes. C'est un enfant en général qui contamine l'adulte par exemple avec une notion de diarrhée ou de vomissement et à ce moment-là il n'y a pas de traitement particulier. Donc je vous ai mis encore l'éclair pour vous rappeler qu'il peut y avoir des tableaux un peu d'encéphalite en cas d'infection par l'entérovirus. Il y a quelques parasites, je ne rentre pas dans les détails. Et enfin, en cas de signe d'encéphalite, je vous le rappelle, il faut faire l'imagerie, on retrouve principalement le virus à herpès, donc HSV, qui est au minimum responsable de 15% des encéphalites, au minimum. Ça va jusqu'à 25% dans les cohortes, donc dans certaines cohortes. L'installation est plutôt brutale et il faut impérativement l'évoquer puisque l'encéphalite herpétique est extrêmement pourvoyeuse de séquelles, extrêmement morbide et donc il faut traiter rapidement par acyclovir. Le patient peut avoir tous les âges et le LCR est très varié comme vous l'avez vu précédemment. Il faut, en cas de doute, réitérer la ponction de Baire et on peut doser les immunoglobulines de type M, surtout à partir du 8e jour qui apparaissent par la suite. Et donc, je vous le redis encore une fois, l'IRM cérébral qui nous permet d'étayer le diagnostic, le VZV en cas de vésicule ou de comptage, un peu moins prépondérant sur le plan épidémiologique, et après tous les virus et autres bactéries parasites qui existent. Rappelez-vous du VIH, Epstein-Barr, CMV, en cas d'immunodépression et terrain à risque. On note aussi les rickétsioses comme le Lyme, la syphilis, leptospirose, bref, il y a de quoi faire. L'urgence thérapeutique, je vous le rappelle, c'est l'antibiothérapie ou l'instauration des antiviraux et on va les faire un par un pour revoir les pathogènes. Donc si c'est un pneumocoque, bon, si on suspecte un pneumocoque, il faudra traiter par ceftriaxone ou claforin. Vous voyez les posologies, je ne vais pas rentrer dans le détail. C'est 10 jours, si c'est une bonne évolution au bout de 48 heures, sinon il faudra traiter 14 jours. La listeria, donc bacille gram positif,
Là, c'est de l'amoxicilline, puisque la listeria est résistante naturellement au C3G, et mettre de la gentamicine aussi pendant 5 jours. Pour vous en rappeler, gentamicine, ça fait penser à un gant, comme gantamicine. 5 mg, un gant, ça a 5 doigts en général, pour les 5 doigts de la main, 5 jours, comme ça, vous vous en rappellerez. Pour les enfants, je vous l'ai dit, Streptogalactiae et E. coli. Donc Streptogalactiae tout d'abord, qui est le coq, comme le streptocoque, positif, un gramme positif. C'est de l'amoxicilline qu'il faudra utiliser pendant 3 semaines. Et pour les grammes négatifs, on note donc, je vous l'ai dit, le méningocoque, surtout, qui est un coq, comme son nom l'indique d'ailleurs. On peut traiter par ceftriaxone ou claforan. Et c'est uniquement 4 jours, s'il y a une bonne évolution. On peut aller à 1 semaine si l'évolution n'est pas très favorable au bout de 48 heures. L'Haemophilus influenzae, donc comme le coli, qui sont des bacilles gram négatifs, on peut aussi traiter par ceftriaxone claforan, respectivement 7 et 21 jours pour E. coli. Donc les enfants, vous comprendrez, c'est les moins de 3 mois, le Streptococcus galactiae et le E. coli, c'est 21 jours de traitement intraveineux. Pour les virus HSV, VZV, c'est l'aciclovir. 10 mg par kilo par 8 heures pour l'HSV, et le virus de la varicelle, c'est 15 mg par kilo par 8 heures. Pour vous en rappeler, c'est des hautes doses, H comme high, et le V de VZV, c'est pour very high, donc très haute dose. Ça vous permet de rappeler, chacun a ses moyens. Donc 10 mg pour l'herpès et 15 mg kg pour la varicelle. 14 jours de traitement pour les deux. Et la tuberculose avec la quadrithérapie pendant 2 mois, puis la bithérapie pendant 10 mois avec la dexaméthasone. Donc c'est un traitement qui est extrêmement long et extrêmement mauvais pronostic, avec 50% de mortalité et autant de morbidité. N'oubliez pas que le méningocoque, c'est protection gouttelette 24 heures après l'instauration des traitements et une déclaration obligatoire. On arrive bientôt à la fin de la vidéo, on arrive sur le point sur la corticothérapie. J'ai juste oublié de mentionner auparavant, retrouver toutes les bactéries sur la chaîne. Vous voyez un point pour retenir toutes les bactéries une par une. C'est assez intéressant, je vous laisse aller voir. Donc le point sur la corticothérapie maintenant. Pourquoi? Eh bien, en cas d'inflammation des méninges, il y a une réplication des bactéries qui se fait sous l'arachnoïde, au niveau sous-arachnoïdien, pardon, et c'est corrélé au degré d'inflammation. Donc on va essayer de stopper cette inflammation qui est effectuée par la dexaméthasone, des corticoïdes qui sont anti-inflammatoires, qu'on peut instaurer jusqu'à 12 heures après le début de l'antibiothérapie. Après, ça ne sert à rien. Et pensez que l'examen direct vous permet de savoir si on met ou pas la dexaméthasone. Donc si c'est un pneumocoque, on le met à tous les âges. Si c'est un méningocoque, on le met que chez l'adulte. Si c'est un Haemophilus influenzae, on le met que chez l'enfant. Et si c'est une encéphalite tuberculeuse, on met aussi la dexaméthasone. Donc bien regarder l'hypoglycorachie, puisque ce sont que des bactéries donc, qui vont consommer du sucre. On ne le met pas en cas de virus. La posologie, je vous le rappelle, 10 mg, 4 fois par jour pendant 4 jours, comme ça vous vous en souviendrez. Dernière diapositive, en bref, 8 points à retenir. S'il y a des signaux et de la fièvre, il faut penser méningo-encéphalite. S'il y a le moindre doute sur un aspect purpurique, il faut penser au purpura fulminans et c'est C3G IM 50 mg kg. Chez le patient jeune, la grosse question c'est l'étiologie bactérienne ou virale, tandis que le sujet âgé, on se pose la question de la méningite versus un sepsis qui peut le rendre confus. On n'effectue pas de scanner avant une ponction lombaire, sauf s'il existe des contre-indications. Pensez à la sérologie VIH à ce moment-là, au moment de prélever le bilan biologique, et bien poser la question au patient, parce que c'est sur autorisation du patient. La dexaméthasone se donne, sauf dans les cas de la listeria et de pathologie virale, d'étiologie virale. La méningoencéphalite à liquide clair, c'est aciclovir et amoxicilline, bien se souvenir, donc pour les étiologies virales et pour la listeria.
Et 8e point, le méningocoque, c'est la prophylaxie plus la déclaration obligatoire. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo un petit peu longue, mais j'espère complète et qu'elle vous a plu, bien sûr. Si c'était le cas, ne manquez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos, et de lâcher un pouce bleu, bien sûr. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous et de vos patients.